Ça, c'est le diagnostic. Je vous ai dit, si vous n'avez pas les moyens de diagnostic, cherchez le facteur de risque, fumeur à 10 paquets AD, cherchez l'âge, plus de 40 ans. Même s'il n'est pas symptomatique, vous avez une BPCO. Si vous avez des collègues pneumos, et nos collègues pneumos peuvent très bien vous faire des explorations fonctionnelles, vous pourrez recruter la majorité de malades BPCO. Alors, contrairement à ce que pensent certains collègues, nous n'avons pas commencé par l'ordonnance. L'ordonnance dans la BPCO vient en dernière position. Le traitement médical ou pharmacologique est véritablement insignifiant dans la BPCO. Ce qui est capital, ce qui est indispensable, c'est s'occuper des répercussions de la maladie. Et on appelle ça la réhabilitation. Réhabiliter quelqu'un, c'est le mettre debout et de le mettre en mouvement. Et lui redonner un peu la tolérance à l'effort. Il faut qu'il se réadapte à l'effort. Il faut qu'il marche, il faut qu'il bouge et il faut qu'il se conditionne ou se reconditionne. C'est un entraînement. C'est pour, tout à l'heure, nous avons parlé de la pyramide de Young. Eh bien, nous allons inverser la pyramide de Young. Nous allons partir du bas et nous allons monter progressivement pour redonner la normalité à ce sujet. Et bien sûr, certains sujets deviennent tellement insuffisants respiratoires qu'ils ont besoin d'un apport d'oxygène exogène. Et donc, ils seront, bien entendu, souvent dépendants d'une source d'oxygène. Le traitement pharmacologique fait appel à deux classes thérapeutiques. Les bronchodilatateurs, il y en a plusieurs variétés, les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques. Et là, vous voyez, à chaque fois, on met le niveau de preuve pour dire si valable ou pas. Ici, l'évidence base médecine est de niveau B, c'est-à-dire 2. Et les corticoïdes inhalés sont de niveau C. Ça veut dire que les bronchodilatateurs ont une meilleure efficacité et ont un meilleur service médical rendu que les corticoïdes. Et ce sont, s'il vous plaît, des corticoïdes inhalés. Ce n'est pas des corticoïdes administrés par voie générale. Ce n'est pas la corticothérapie. C'est uniquement la corticothérapie inhalée. Et vous voyez, même dans ce cas, les corticoïdes inhalés n'ont un avantage thérapeutique qu'au stade très avancé. Donc au stade précoce, ils n'ont aucune efficacité. Voilà ce que recommande en général le traitement de BPCO. Quel que soit le stade, c'est le sevrage tabagique. J'ai dit tout à l'heure, le seul moyen thérapeutique ou le seul moyen qui permet de réduire ou de ralentir la déclin du VMS, c'est l'arrêt du tabac. Donc l'arrêt du tabac, vous allez le trouver à tous les stades. Et puis, au stade 1, c'est-à-dire lorsque le sujet est encore valide et son VMS est assez important, c'est uniquement la reprise d'activité physique. Vous voyez, au stade 1, on ne donne même pas un seul comprimé. On lui dit, monsieur, arrêtez de fumer et commencez à marcher. Au stade 2, il arrête de fumer et on lui donne des bronchodilatateurs et aussi une activité physique. Au stade 3, toujours l'arrêt du tabac, des bronchodilatateurs et la réhabilitation contrôlée. Cette fois, il faut suivre la réhabilitation. C'est pas uniquement reprendre de l'activité, mais il faut le réapprendre correctement sous la supervision des professionnels de santé. Et au stade 4, c'est la totale, c'est-à-dire qu'on donne tout. L'arrêt de fumer, bien entendu, des bronchodilatateurs, des corticoïdes et la réhabilitation. Pourquoi faire le diagnostic précoce? Oui, il faut faire le précoce. Parce que la première action qui sera bénéfique pour votre patient, c'est de le sevrer de ce tabagisme. Donc, si vous pouvez demander à vos malades simplement, par le conseil minima, est-ce que vous fumez? Oui. Voulez-vous arrêter? Il vous dit oui, et vous l'accompagnez. Mais vous savez, rien que ça, en donnant ce conseil à des malades, on a constaté que, par exemple, dans un pays comme la France, chaque année, 300 000 fumeurs arrêtaient de fumer sur la base d'un conseil minimal. Qu'est-ce qu'on attend, nous, de faire le conseil minimal? Quel que soit le motif de consultation de vos malades, quand ils arrivent chez vous, vous leur posez la question, vous êtes fumeur? Oui. Vous voulez arrêter? Oui. Je peux vous conseiller ou vous adresser.
J'insiste un peu sur la réhabilitation que les gens peut-être ne connaissent pas et considèrent que ça relève de la spécialité ou bien d'une structure spécialisée ou d'un centre hyper équipé. Non, 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 non. Il suffit simplement de faire marcher les gens. Faire marcher les gens. 30 minutes par jour de marche, à sa propre cadence. Pas la peine de faire des Jeux olympiques, non, marcher tout simplement. Et ce n'est pas la peine de marcher 30 minutes d'un coup, vous pouvez marcher 10 minutes le matin, 10 minutes à midi, 10 minutes le soir. Mais faites cet effort de marcher 30 minutes. Et ça se résume à ça. Ne cherchez pas à faire de grandes séances comme on fait en Europe avec des centres hyper équipés. Non, non, ça sert à rien. Il a été démontré que l'exercice de marche de 30 minutes était équivalent à n'importe quelle structure de réhabilitation. Toujours en matière de politique de santé publique, la prévention est capitale. Ces gens meurent au cours des exacerbations, c'est-à-dire des poussées. Et ces exacerbations sont toujours secondaires à des épisodes infectieux. Et la simple grippe tue chaque année des milliers de BPCO. Alors, on a une arme efficace qui est la vaccination antigrippale qui permet bien sûr de réduire non seulement de 2/3 les décès de la BPCO et de réduire de la moitié des hospitalisations des sujets BPCO. Il y a un deuxième vaccin qui c'est le vaccin antipneumococcique qui lui est administré tous les 5 ans et qui peut bien entendu prévenir jusqu'à 70% des pneumonies à pneumocoque chez les BPCO. Vous voyez donc, il faut que l'on se dirige vers ces actions qui ne coûtent pas cher et qui rapportent gros. Dans l'obstruction bronchique, vous avez les bêta-2. Je vais revenir 2 mots sur les bêta-2, juste pour dire qu'on utilise beaucoup plus les bêta-2 de longue durée d'action que ceux de courte durée d'action. Pourquoi? C'est pour améliorer l'observance et c'est parce que l'effet est un peu pérenne et il permet d'avoir une bronchodilatation élevée. Contrairement aux bronchodilatateurs de courte durée d'action qui, eux, soulagent instantanément votre malade, mais dans la durée reste très courte. Et donc, pour éviter les abus d'utilisation des bêta-2 courte durée d'action, il vaut mieux avoir recours à ceux de longue durée d'action. Vous avez les anticholinergiques, c'est l'arme la plus importante en matière de BPCO. C'est le tiotropium qui agit, lui, sur 24 heures. Une prise par 24 heures suffit de couvrir toute la journée. Ils améliorent le VMS, ils diminuent la dyspnée, augmentent la tolérance à l'effort, augmentent la qualité de vie et réduisent le nombre des exacerbations. Et rien que pour ça, ils sont en tête du hit parade d'être des médicaments de la BPCO. Les corticostéroïdes, s'il vous plaît, il faut les utiliser, mais ils n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché seuls. On ne les utilise jamais seuls dans la BPCO. Il faut qu'ils soient obligatoirement associés à un bronchodilatateur. C'est pour cela que les associations fixes bêta-2 longue durée d'action corticoïdes sont l'arme la plus efficace dans la prise en charge des BPCO au stade sévère et bien sûr très sévère. Ne chargez pas l'ordonnance de ces pauvres malheureux. Les mucolytiques, les trucs, les analeptiques, je ne sais pas moi, tous les sirops de perlimpinpin. Laissez tomber, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Au lieu de donner des sirops et des machins, faites-lui de la kinésithérapie et de la réentraînement à l'effort. C'est mieux et ça donne mieux que tous les autres thérapeutiques. Et voilà la synthèse thérapeutique telle qu'a été redonnée par le GOLD en 2009. Ça, d'un seul coup d'œil, vous avez tous les stades de sévérité, vous avez les mesures à prendre pour tous les cas en rouge, la bande rouge ici, vous avez pour tous les cas des bronchodilatateurs de courte durée d'action, et à partir de modérés, vous ajoutez les bronchodilatateurs de longue durée d'action plus la réhabilitation. Et quand vous êtes à sévère, très sévère, vous ajoutez les corticoïdes, bien entendu, et au stade très avancé d'insuffisance respiratoire, vous faites appel à l'oxygénothérapie à domicile. Ça, c'est un peu dépassé, car la médecine évolue. Et il faut se mettre à la page de l'évolution des données scientifiques. Si on restait à 2007, on passerait à côté de plein de choses. D'abord, en 2011, des nouveautés sont apparues. Dans la classification de la maladie, on
prend en charge maintenant les symptômes. Les symptômes, c'est très important. Les exacerbations et les comorbidités. Tout ceci a été maintenant associé, mais vous allez me dire que ça va devenir compliqué. Peut-être, dans un premier temps, et nous sommes un peu réticents au changement. Nous sommes confortablement installés dans notre confort, dans notre routine, et nous ne voulons pas sortir. Non, un médecin, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la routine. Un médecin est quelqu'un qui se remet en question de manière permanente. Ce que vous avez acquis aujourd'hui n'est plus valable demain. Si je devais, moi, traiter les malades asthmatiques tels que je les ai appris en médecine, je serais devant les tribunaux aujourd'hui. Parce qu'autrefois, nous ne disposions que d'éphédrine et de théophylline. C'était les seules armes thérapeutiques. Si aujourd'hui vous les utilisez, vous allez en prison. C'est une faute médicale grave. Donc, remettez-vous en question et regardez, maintenant on ne parle plus de stade dans la BPCO, mais on parle de grades. Et ils ont individualisé 4 grades. Le A, B, C, D. Et ils sont classés en faible risque, moins de symptômes pour le A, faible risque à plus de symptômes pour le B, haut risque et moins de symptômes pour le C, et enfin haut risque et plus de symptômes pour le D. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça fait charabia. Oui, à première vue, ça ne veut absolument rien dire. Mais si on va plus loin, on va comprendre que même les traitements proposés dans la classification 2007 ne sont plus valables en 2011 et en 2014, bien entendu. Car les traitements sont maintenant remis en question. Et on ne tarde pas de donner les traitements les plus agressifs dès les stades précoces. Ce que l'on faisait avant, on ne donnait rien au stade 1, est remis en question. Donc il faut commencer à traiter et il faut surtout réintroduire la réhabilitation à des stades très précoces. Très précoces. Quand un sujet fumeur et qui n'a pas de symptômes arrête de fumer, la première mesure thérapeutique qui va lui rendre service, c'est l'exercice physique. Et alors, nous avons à notre portée l'objectif du traitement est de réduire les symptômes. C'est normal, quelqu'un qui tousse, qui crache, qui est dyspnéique, si vous le soulagez de ses symptômes, il va bien sûr avoir une meilleure qualité de vie. Et bien sûr, réduire les facteurs de risque. Parce que ces malades, à chaque fois qu'ils exacerbent, je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient l'objet d'hospitalisation et de décès. Mais nous, on se pose des questions. Merci pour la nouvelle classification. Mais moi, dans la pratique de tous les jours, là, quand je suis dans mon cabinet seul avec mon malade, comment faire le diagnostic précoce? Est-ce que je dois prendre les définitions cliniques? Est-ce que je dois prendre une définition fonctionnelle? Est-ce que je dois combiner la radio, la clinique, la biologie? Eh bien, ça nous pose quelques problèmes. Et même quand on fait tout ça, on reste en deçà du diagnostic car les malades ne sont pas tous repérés. Et en plus, nous avons une armée de médecins généralistes. Et cette armée de médecins généralistes, il faut lui enseigner, lui faire de la formation continue et l'inciter à envoyer chez les pneumologues et les spécialistes les malades à risque. Vous avez en consultation quelqu'un qui vient pour un symptôme X, hein, il a des coliques hépatiques et il vient vous voir. Posez la question, vous êtes fumeur? Oui, depuis 10 ans, vous avez 55 ans. Eh bien écoutez, je fais une lettre et je l'envoie pour qu'il puisse lui faire une exploration fonctionnelle. Et à ce moment-là, on pourra faire le diagnostic et vous le renvoyez en vous disant, voilà quelle est la conduite à tenir. Le traitement, dans toute maladie chronique, pose problème. Quand on a une grippe ou une angine, on se traite une semaine et on oublie, après on jette les paquets. Mais là, non, c'est un traitement à vie. C'est une maladie qui va vous accompagner jusqu'à votre dernier jour. Et donc, convaincre un malade de l'intérêt d'un traitement quotidien ou pluriquotidien pendant toute la vie, ce n'est pas évident. Et ça pose le problème de l'observance, ça pose le problème du coût, ça pose le problème de l'handicap qui se trouve et ça pose beaucoup de problèmes sociaux et économiques à ces patients. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être que l'on se mobilise, que l'on revoie toutes les données de la littérature, que l'on s'informe et que l'on demande que des moyens diagnostiques qui semblent à première vue appartenir aux spécialistes
peuvent être transférés aux médecins généralistes pour qu'ils puissent les suivre. C'est une maladie qui peut être prévenue, élément très important, que l'on peut traiter par des moyens simples. C'est une maladie qui est générale. N'oubliez pas de vous occuper des autres appareils et de ne pas s'occuper uniquement de l'appareil respiratoire. Tout ceci se fait en collaboration entre le praticien et le spécialiste. Abonnez-vous à la chaîne Poste Air Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.